Bonjour, merci de passer ce matin sur le plateau de France Info. Alors, une actualité particulière hier à l'Assemblée nationale, un vote à l'unanimité. Donc ça, c'est la première particularité. La deuxième, c'est l'abrogation du Code noir qui nous vient de Louis XIV et qui était encore non pas en vigueur, mais qui a survécu à l'abolition de l'esclavage et qui donc codifiait l'esclavage français dans les colonies, en particulier aux Antilles. C'est un moment important, 254 députés présents. 250 votes pour, c'est rare pour en parler. C'est assez rare pour en parler et c'est vrai qu'il y a parfois des moments comme ça importants et beaux encore à l'Assemblée nationale où de façon unanime on réaffirme nos valeurs républicaines. Moi je suis en plus native de la Guadeloupe donc je suis particulièrement touchée qu'on ait pu adopter à l'unanimité cette proposition et puis ainsi réaffirmer la volonté de balayer complètement tout lien avec ce passé esclavagiste dans notre code. Alors un certain nombre de députés, en particulier ultramarins, bien évidemment balayent cette partie de l'histoire, mais en disant maintenant l'heure est aux réparations. Est-ce que ça doit passer par un projet de loi, une proposition de loi qui doit s'installer maintenant après cette abrogation qui sera sans doute faite aussi par le Sénat? Vous pensez que c'est un débat qui doit être éventuellement, pourquoi pas un débat de la présidentielle, mais en tout cas déboucher sur une proposition de loi parce que certains disent, et c'est l'un des éléments d'ailleurs qui a été voté hier, il faut un rapport sur ce qui subsiste encore de l'esclavage dans les territoires ultramarins. Je pense que c'est important de ne rien occulter, de continuer à cheminer dans cette réflexion. Et surtout, les symboles aujourd'hui sont très importants. Donc là, c'était quand même un symbole très fort de pouvoir dire qu'on abroge complètement, on supprime complètement des textes, même s'ils sont dévitalisés, parce qu'évidemment, ça n'existe plus, heureusement. Mais c'était important d'avoir ce symbole. Et on sent encore aux Antilles, notamment, que ce passé, cette histoire, elle porte encore certaines marques, certains stigmates. Aussi dans ce que ressentent encore les descendants des esclaves. Et c'est important de commémorer aussi l'abolition de l'esclavage. C'est important de continuer à avoir ces symboles, à les porter, à avoir ces messages. Donc moi, je crois qu'il faut continuer de laisser les réflexions, les débats, les échanges se poursuivent. C'est important. Et on a vu effectivement l'émotion du rapporteur du texte, le député du groupe Lyot de la Guadeloupe, Max Pacquiazin. Voilà, et beaucoup de députés particulièrement touchés par cette histoire ont réclamé effectivement que ce débat soit prolongé avec peut-être celui des réparations. Nous verrons bien. Alors nous vivons depuis plusieurs jours une canicule très précoce puisque nous sommes à peine au mois de mai. Le gouvernement est accusé d'inaction climatique, on va dire, sur cette période. Alors, vous étiez ancienne ministre, mais vous n'êtes plus tenu par cette solidarité gouvernementale. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est passé à côté de cette canicule-là, en se projetant, comme hier, par exemple, lors d'une réunion interministérielle, sur l'été prochain, est-ce qu'il n'y avait pas une urgence qui a été un peu ratée par ce gouvernement? Je ne crois pas, très sincèrement. On a quand même des procédures et une organisation qui existent en France, et j'ai pu le constater moi-même en tant que ministre. Bien évidemment, l'année dernière, on avait pu un peu plus anticiper la canicule qui arrivait sur juin, juillet, août. Là, elle est arrivée plus tôt, c'est un phénomène particulier. Et ça ne fait que démontrer qu'il faut continuer à investir dans la transition écologique, dans la décarbonation de notre activité économique. Donc ça, c'est ce que nous portons. Mais je ne crois pas que le gouvernement ait manqué de réaction. Vous savez, moi, j'ai pu voir aussi dans les territoires. D'abord, les services de l'État sont parfaitement formés, informés et savent porter la mise en œuvre de toutes ces procédures, mais aussi dans les communes, les CCAS sont aussi présents sur le terrain auprès des personnes, mais aussi dans les EHPAD. Les professionnels savent très bien gérer les épisodes de canicule auprès des résidents. Simplement, je crois que c'est toujours très important de rappeler à chaque fois les messages de prévention. Il faut pouvoir se mettre à l'abri, s'hydrater, ne pas prendre de risques comme faire du sport à des heures très chaudes. Enfin voilà, c'est un certain nombre de choses qu'il faut toujours rappeler. Ça, c'est vraiment gérer l'urgence et la réaction à un épisode de canicule. Et puis, je crois que c'est quand même ce qu'a fait aussi le gouvernement, et c'est ce que nous portons quand même aussi depuis plusieurs années, il faut continuer
à adapter finalement notre mode de fonctionnement, nos modes de fonctionnement, nos modes de vie, nos logements, notre industrie, nos activités, Et justement, vous à parlez la transition écologique. Voilà, vous parlez du logement, on peut parler aussi du bâti scolaire. Alors même si c'est de la responsabilité des collectivités locales, le fameux fonds vert qui a été créé, certains se plaignent qu'il n'est pas abondé régulièrement. Est-ce qu'il n'y a pas besoin à un moment donné d'un plan massif, par exemple pour les bouilloires thermiques, pour le bâti scolaire? On prend l'exemple, alors comparaison n'est pas raison, l'Espagne vient de débloquer 9 milliards pour sa transition écologique, en partie pour la décarbonation. Est-ce que ça ne manque pas? Alors on sait que les caisses sont vides, mais pour autant, cette urgence-là, et vous le disiez, la précocité de cette canicule va être régulière dans les plusieurs années qui vont suivre, jusqu'en 2050. Je pense qu'on ne peut pas dire que rien n'est fait, rien n'est investi, parce que dans les différents budgets qui ont été C'est pas ce que j'ai dit, c'est que, par exemple, le Haut Conseil du climat dit que le problème, c'est le financement. Il faut continuer, évidemment, à investir sur ce champ, et puis il faut le faire, et c'est ce que porte Édouard Philippe, sur des activités qui ont de forts impacts. C'est-à-dire que dès lors qu'on a des activités qui ont de forts impacts en matière de pollution, de gaz à effet de serre, c'est là où il faut mettre le paquet pour pouvoir être efficace. Il faudra continuer à l'être aussi, évidemment, sur le bâti, sur le logement. Et ce qu'on porte aussi, c'est qu'il y a quand même à investir dans l'innovation, certaines innovations qui permettent de réduire aussi certains impacts de la chaleur. Et je crois que c'est aussi nos comportements qu'il faut continuer à adapter. Là, on commence à préparer les incendies de feux de forêt. On voit bien que 9 fois sur 10, ce sont les gestes humains qui provoquent ces feux de forêt. Donc, on a aussi, nous, à intégrer des gestes de prudence, de précaution, de vigilance. Alors, vous l'avez dit, Édouard Philippe, votre candidat à la présidentielle a évoqué les enjeux climatiques en disant que ça devrait être une des priorités de la campagne. Et sans doute se rappelle-t-il qu'il a été quand même Premier ministre. Donc, comme quoi, l'action est en cours et l'urgence ne peut plus attendre. Alors, on va parler de cette campagne-là. On a eu Christophe Béchu, également, comme ministre de la Transition écologique, qui a notamment porté le fonds vert, le fonds de relance, pour pouvoir permettre qu'on investisse justement dans la décarbonation. Donc on verra effectivement comment il s'en empare, au pluriel de fait, dans cette campagne. Alors un premier mot avant de parler du programme. Édouard Philippe est perturbé par la justice, puisque le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire. Alors soupçon de détournement de fonds, favoritisme et prise illégale d'intérêt liés à la gestion d'un lieu au Havre. Il dit qu'aucune décision non définitive ne l'empêchera d'être candidat. Pourtant, quand François Fillon avait été mis en examen, Édouard Philippe avait demandé à ce qu'il se retire de la campagne. Comparaison, là aussi, n'est pas raison, et il a changé d'avis. Il a dit qu'il était très serein, qu'il était innocent et qu'il répondrait à toutes les questions de la justice. Et puis, je pense qu'il faut aussi resituer un petit peu dans le contexte de cette histoire qui est en cours, d'une ancienne collaboratrice qui se pose un peu comme lanceuse d'alerte et donc qui a lancé ces accusations. La justice fait son travail et chemine. Voilà, Édouard Philippe est serein par rapport à ça. Il a expliqué qu'il donc, s'il est mis en examen, ça ne le perturbera pas pour aller jusqu'au bout. Que quelqu'un vous accuse, et donc il faut répondre à ces accusations. Donc nous verrons comment cette affaire évolue. Alors, il parlait d'un programme massif. C'est pour quand, ce programme massif? Alors, il parle par exemple des retraites, il évoque éventuellement un référendum juste après son élection, avant même une dissolution. Il a changé de stratégie au regard de la, je dirais, concurrence de Gabriel Attal, ou est-ce qu'il a juste adapté sa communication pour cette campagne? Alors, Édouard Philippe est très authentique. C'est quelqu'un qui suit son cap. Il a fait un long travail, ça fait déjà plus de 4 ans, qui travaille à construire son programme en écoutant tous les Français. Très tôt. Et puis il a commencé à le construire avant, en rencontrant les Français partout sur le territoire national. Donc ce programme se construit aussi avec des membres d'Horizon, qui va continuer aussi à s'enrichir. Et moi, j'invite nos concitoyens à participer au meeting d'Édouard Philippe le 5 juillet à l'Adidas Arena à Paris pour pouvoir entendre ce qu'il a à dire. Et puis d'autres événements vont ponctuer aussi ces échanges. Il va distiller progressivement son programme, c'est ce qu'il a dit, et affirmer ses positions. Donc c'est pas de changement de cap, mais simplement maintenant nous sommes rentrés dans la campagne. Il y a ce rendez-vous du 5 juillet qui est important. Il y a le rendez-vous du 25 juin aussi, où il y aura des réunions d'appartements en simultané dans toute la France, organisées avec les militants d'Horizon.
Donc ça permettra aussi aux Français qui commencent à s'intéresser à cette campagne présidentielle de mieux connaître Édouard Philippe, ses propositions et de pouvoir échanger sur ce programme pour les présidentielles. Dernière question rapidement, est-ce qu'il y a un candidat de trop entre Gabriel Attal et Édouard Philippe? Est-ce que réellement l'un des deux se retirera au profit de l'autre? Oui, il le faut absolument. Moi, je pense que Gabriel Attal a des choses à apporter, mais que clairement, Édouard Philippe est beaucoup plus en position de pouvoir accéder au second tour, c'est une évidence. Il est aussi beaucoup plus en position de pouvoir rassembler et sur le centre, voire jusqu'au centre-gauche, et sur la droite. Ce que n'est pas en capacité, je crois, de faire ou Gabriel Attal ou Bruno Retailleau. Il est toujours celui qui peut passer au deuxième tour. Mais moi, ma conviction, c'est qu'il faut qu'on soit le plus fort possible dès le premier tour. C'est ce qu'ont démontré aussi les élections municipales. Si on est unis, on crée une dynamique. Si on est divisé, on ne crée pas de dynamique. Donc très clairement, il faut qu'on avance tous ensemble. Chacun à sa place. Mais je le souhaite derrière Édouard Philippe. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France Info merci ce matin. À vous. Bonne journée à vous. Merci.